Bon jeudi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Comme à l'habitude, on porte nos masques toujours au début, afin de vous rappeler notre petit engagement communautaire, l'importance de porter le masque, la distanciation sociale, se laver les mains en cette période difficile de pandémie. On respecte vos choix, mais nous, de notre côté, on pense que c'est une bonne chose. Alors, on le porte toujours en ouverture d'émission. Martin Lemay, ce matin, j'ai pensé à te trouver un titre, puis j'ai cherché fort, parce que je voulais en trouver un spectaculaire. Mais celui que j'ai trouvé, là, je ne sais pas si tu vas l'aimer, mais je vais dire l'intelligent Martin Lemay qui est à mes côtés. Parce que je trouve que je trouve que ça te va bien. T'es un gars brillant, t'es un gars intelligent. Je vais le surprendre un peu. Il s'attend à ce que je sorte l'extraordinaire ou le super ou le... Mais je trouvais qu'intelligent, ça allait bien pour toi, ça, ce midi. Comment ça va, mon chum? Ben, j'ai rien à rajouter là-dessus. C'est gentil. C'est un peu têteux parce que, écoute, je sais que tu le penses pas. Non, c'est pas vrai. Je te niaise. Ah non! Hey, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Je le sais, je te niaise. Hey, écoute, hier, en plus, j'ai vécu, tu sais, on portait nos masques à début de show, j'ai oublié, parce que nous autres, on se fait des meetings de 45 minutes, 1 heure avant le show, puis on se parle de tout sauf du show. Mais hier, j'ai vécu ma première madame dans un magasin qui refusait de porter son masque, puis qu'on a expulsé à l'extérieur. Fait que, écoute... Je pense qu'on a des petits problèmes de communication avec Martin. Son Internet à pédale commence à faire défaut. Je pense qu'on l'a perdu. Je ne sais pas si... Non, il va sûrement revenir. OK. Ah, tu viens de revenir. Je pense t'as de la difficulté avec ton Internet, mon chum. Là. Okay, on a rien. Je reviens, vas-y. Ouais, c'est ça, parce que je te laisse rafraîchir ça, mon cher ami. Ben oui, tu nous racontais cette anecdote-là, on y reviendra, mais aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale pour nos voisins américains. Hein, c'est le Thanksgiving aux États-Unis. D'ailleurs, un peu plus tard à l'émission, Alex Tanguy sera avec nous, lui qui est un résident de la Floride. Donc, on va jaser de ça un peu. On va jaser de hockey avec Alex, c'est certain, mais on va parler un peu de cette journée spéciale, ce week-end spécial pour les Américains qui... se déroule cette année dans une ambiance totalement différente. Donc, on va y revenir. Et qui dit Thanksgiving aux États-Unis dit aussi grosse journée de football. La NFL sera en action aujourd'hui. Il devait avoir 3 matchs. Il y en aura 2 parce que celui ce soir entre les Ravens et les Steelers, à cause des cas de COVID, a été reporté à dimanche. Donc, il y a un match ce midi à 12h30. D'ailleurs, c'est sur RDS. Et j'en profite pour saluer les gens qui nous écoutent ce midi sur RDS2, RDS Info, puisqu'à RDS, on va présenter le match de football tantôt entre Houston et Détroit. Et un peu plus tard cet après-midi, à 16h30, ce sera Washington contre Dallas. Et ce soir, il n'y aura pas de match. Donc, c'est la raison qui explique pourquoi on n'est pas à RDS ce midi, mais bien sur RDS2 et RDS Info. Je salue également les gens qui nous écoutent via le RDS.ca, Facebook, sur peu importe la plateforme, le YouTube également. Gênez-vous pas pour nous envoyer vos commentaires, vos questions, et ça va nous faire plaisir de vous lire tout au long de l'émission. Et Gaston Terrien qui sera avec nous dans quelques secondes à peine pour parler de hockey et revenir sur les sujets du Canadien qu'on n'a pas eu le temps de faire avec lui mardi. Bon, Martin est revenu, ton petit hamster a retrouvé à pédale, puis tout va bien? Oui, ben écoute, j'ai donné un coup de pédale sur l'Internet, puis ça fonctionne maintenant. D'ailleurs, il y a des gens sur la page qui disaient qu'il y avait également un problème avec la web diffusion. Je vais demander à Joe voir si ça peut vérifier que tout est conforme sur le rds.ca. Tu as fait des salutations parce que je t'ai pas quitté en audio, je t'ai écouté. Si tu veux, on prend une habitude. Moi, présentement, je suis dans des rencontres de parents virtuelles, puis je vais être honnête avec toi, je trouve ça fantastique. J'espère que ça va rester. Tu sais, on se demande s'il y a des affaires de la pandémie qui vont rester. Rencontres de parents virtuelles, sans se déplacer. Les profs vont finir plus de bonheur, les rencontres de parents. J'ai adoré ça. Et salutations à tous les membres de personnel enseignants, d'école, les TES, tout le monde qui travaille avec nos kids. C'est pas facile. Ça joue à la police du masque puis tout ça. C'est vraiment une année difficile. Une journée à l'école, une journée à la maison. Tous ceux qui nous écoutent en live ou en différé, que ce soit à TV ou podcast, salutations, puis surtout, un gros merci pour ce que vous faites pour nos kids.
Oui, tu as tout à fait raison, Martin. Tu parles des gens du milieu de l'enseignement, puis aussi dans le système de santé. C'est incroyable ce que ces gens-là ont à vivre. Moi, dans mon coin, là, il y a eu des éclosions, puis je connais des gens personnellement qui sont atteints et qui sont aux prises aussi à travailler dans des milieux de travail où il y a eu des éclosions. C'est pas évident pour ces gens-là. J'ai un de mes amis qui me disait, moi, je pars à chaque matin là, avec la peur au ventre. J'ai peur de l'attraper, surtout de ramener ça à la maison. C'est pas évident là, de travailler dans ces conditions-là. Puis aujourd'hui, on lève notre chapeau à tous ces gens-là. Comme François Legault, lors de la première vague, s'appelait à le nommer, à le dire souvent, nos anges gardiens, à tous ces gens-là, on vous salue aujourd'hui et on a une petite pensée pour vous. Donc, je vous dis, Alex Tanguay sera avec nous au cours des prochaines minutes. Mais tout d'abord, on va parler de hockey, du Canadien et des sujets avec Gaston Terrien qui est là. Salut, Gaston! Salut, les gars! Gaston, écoute, vas-y, Yann. Non, j'allais enchaîner avec le premier sujet, mais tout simplement dire, tu sais, mardi, on a parlé, tu avais commencé à parler des jeunes un peu. Tu nous avais parlé de Suzuki, tu nous avais parlé de Kotkaniemi. Tu sais, on avait commencé à faire le tour un peu là-dessus, puis on a manqué de temps pour parler un petit peu des défenseurs, puis c'est de tout ça que tu voulais nous jaser aujourd'hui pour commencer. Puis, je sais pas si tu as vu, j'ai lancé sur Facebook aujourd'hui le sujet, j'ai nommé les jeunes joueurs parce que je sais qu'on va parler d'eux autres aujourd'hui. Romanov, Olsen, Fleury. J'ai nommé Primo parce qu'il y a quelqu'un qui nous en a parlé, puis on va y revenir un peu plus tard. Et Caulfield également, de qui on va jaser. Puis j'ai demandé lequel de ces 5-là pourrait atteindre le statut de joueur vedette chez le Canadien le plus rapidement. Mais je veux commencer avec les défenseurs. Je veux que tu me parles de Romanov. On ne le connaît pas beaucoup, on ne l'a pas vu jouer beaucoup, mais il faut en parler parce qu'il y a des attentes qui sont créées chez le Canadien vis-à-vis Romanov. Oui, comme il y a des attentes qui ont été créées avec Suzuki, Kotkaniemi aussi devant. Et moi, si je n'ai pas nommé Caulfield, puis tu as bien fait de le mentionner, Yannick, c'est simplement que je parlais des joueurs qui, je pense, qui l'an prochain pourraient ou devraient commencer la saison avec le Canadien de Montréal. Et Romanov est un de ceux qui va commencer la saison à Montréal. Je pense que du côté de Marc Bergevin et la direction, on lui a certainement promis un bon essai, c'est-à-dire un essai là, de haut niveau. Est-ce que ça va être un essai de haut niveau parce qu'on est dans la pandémie? Je ne le sais pas, mais avec ce qu'ils ont fait avec lui lorsqu'il est arrivé ici en Amérique du Nord, il l'a emmené avec eux dans un voyage. Il n'a pas joué, mais il reste qu'il était près de l'équipe. Donc, j'ai l'impression que du côté de Romanov, lui, il a vraiment une place à perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que du côté gauche du Canadien, on a besoin d'un jeune défenseur, d'un défenseur qui va progresser rapidement puis qui va devenir certainement un des 2 meilleurs défenseurs du Canadien à gauche. Parce qu'à droite, il ne faut pas oublier qu'on a Petrie et Weber qui restent encore au moins 4-5 ans à leur contrat. Weber plus, mais Petrie. Donc, pour moi, c'est important que Romanov progresse. On l'a positionné dans un endroit où il va être à l'aise, c'est-à-dire certainement sur le 3e duo de défenseurs du Canadien. Est-ce qu'il va avoir du temps de qualité? Oui. Est-ce qu'il va être long? Je ne pense pas. Exemple, est-ce qu'on peut lui donner un 20, 30, 35 secondes sur l'avantage numérique pour voir ses possibilités offensives? Certainement. Est-ce qu'on peut lui faire jouer la même chose un petit peu en désavantage numérique? Certainement. Est-ce qu'on va lui donner du temps de glace en fin de période, si la différence est d'un but d'un côté comme de l'autre? Peut-être, et en fin de match aussi. C'est là qu'il va prendre de la maturité et de l'expérience. Moi, ce que j'aime, c'est que du côté de Marc Bergevin, le travail a été fait pour entourer ces 2 jeunes joueurs de centre. J'ai parlé de Suzuki et Kotkaniemi. Et là, maintenant, il le fait très bien avec Romanov. Maintenant, Romanov va jouer avec certainement un défenseur. On pense que ça pourrait être Kulak, qui est un gaucher, qui a joué à gauche, mais qui a un peu de vécu dans la Ligue nationale, qui est mobile, qui est physiquement imposant. Donc, pour moi, aucune pression sur les épaules de Romanov. Ce qu'on veut de lui, c'est qu'il progresse et qu'il devienne dans un laps de temps assez court, une saison ou 2, un défenseur qui va être un défenseur dominant pour le Canadien du côté gauche. Hey Yann, je vais te voler la question sur Facebook parce que c'était également la mienne. Tu viens de l'avoir, Gas. Romanov s'entraîne avec Orlov et Sergachev. D'ailleurs, je vais revenir au contrat de Sergachev tantôt. Le monsieur Patrice Freeze-Roy dit, question pour Gaston, quel effet cela peut avoir sur Romanov de s'entraîner avec Orlov et Sergachev? Bien, premièrement, Patrice, Sergachev, c'est un jeune joueur qui est passé un court séjour très bref avec le Canadien de Montréal. Il a appartenu au Canadien. Il est entré dans une très bonne organisation comme Romanov entre avec le Canadien de Montréal. Et des conseils, il peut lui en donner, de dire, écoute, panique pas si à l'occasion tu fais
tu restes un peu sur le banc, si tu n'as pas le temps de glace désiré, si tu n'es pas considéré comme un premier défenseur, c'est le chemin que tu dois parcourir ou avoir pour être un défenseur un jour qui va... Stresse pas s'ils ne font pas jouer. Stresse pas s'ils te font sauter un tour. Ils vont te trader contre un francophone. Peut-être. C'est une joke, ça, c'est les décisions du Canadien. C'est du Canadien de Montréal. Mais je pense que du côté d'Orlov, c'est la même chose. On va lui donner des conseils. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il va y avoir une communication entre les trois dans leur langue. Et moi, je sais de quoi je parle. Quand j'étais en Suisse, à Berne, c'était du suisse-allemand, puis l'entraîneur était finlandais. C'est pas toujours évident de ne pas parler ta langue lorsque tu veux progresser ou être comme moi, je suis un étranger, être un joueur dominant. Quand tu vas en Suisse, c'est pour dominer. Donc, dans son cas, lui, il va prendre des renseignements, des conseils de la part de des joueurs qui ont vécu ce que lui va vivre pendant plusieurs saisons. Je trouve ça excellent. Il faut qu'à Montréal, dans le cas de Romanov, puis je vous pose la question aux deux, les gars, là, les attentes sont là, mais des fois, les partisans à Montréal, on s'emballe vite. Admettons là, que la saison commence puis que Romanov connaît un excellent départ. Ça ne veut pas dire qu'il va connaître une saison de feu parce qu'il faut quand même être conscient qu'il devra s'ajuster à la Ligue nationale. Il faut faire attention un peu avec la pression parce que là, si les partisans le voient tout de suite comme un top 3 puis à son jeune âge, ça va lui mettre de la pression puis il ne faudrait pas qu'il étouffe là-dessus. Il faut être prudent parce qu'à Montréal, on s'emballe vite. Est-ce que c'est quelque chose, ça, que les entraîneurs, Gaston, vont jaser, vont discuter avec Romanov en début de saison? Bien, premièrement, moi, j'ai été entraîneur de Mike Ribeiro lorsqu'il est arrivé dans la Ligue avec Rouen Noranda, les Huskies, à 17 ans. Et j'ai été l'entraîneur de Vincent Lecavalier lorsqu'il est arrivé avec l'Océanique de Rimouski à 16 ans. Les attentes étaient très élevées. C'était des joueurs qui avaient une grosse réputation de talent, de joueurs qui étaient pour faire la différence, surtout dans le cas de, je vous dirais, là, de Mike Ribeiro, parce qu'il avait 17 ans. Il est arrivé dans la Ligue junior majeure à 17 ans, donc un an plus vieux que Vincent Lecavalier. Mais c'est son camp d'entraînement qui fait foi de tout. C'est-à-dire que là, tu l'étudies, tu lui donnes la chance de jouer avec des bons joueurs, tu lui donnes du temps de glace, comme je dis toujours, de qualité, avantage numérique, fin de période. Dans des matchs préparatoires, tu le fais jouer contre certaines équipes où il y a des bons joueurs, tu vas voir sa réaction, comment il va se comporter. Moi, je pense que dans le cas de Romanov, on va y aller lentement, mais sûrement, parce que devant lui, il y a des gars comme Edmondson puis Cherrott qui sont des joueurs aguerris, qui sont capables de faire le travail, en tout cas pour quelques matchs en début de saison. Et là, on va voir la réaction de Romanov. Et c'est Romanov lui-même qui va dicter son temps de glace par son talent, son implication et surtout la qualité de son jeu à son entraîneur Claude Julien. Pour Romanov, mon gars, le gars qui va jouer avec lui, pour moi, ce ne sera pas Kulak parce que, tu sais, exemple, ce que Bergevin avait dit sur Kulak, il l'aime, Kulak, il a donné une extension de contrat, mais Kulak est le pire ennemi de Kulak. C'est ce que Bergevin disait. Il faut qu'il ait confiance en lui puis que sa constance vienne. Puis pour ça, moi, je ne veux pas avoir Kulak à côté de Romanov. Je veux que Kulak prenne confiance puis reste en confiance à côté de Petrie. J'espère que Munson, qu'on a déjà posé la question, qui a dit qu'il était confortable à droite, arrive ici avec beaucoup de confiance et rassure le kid à côté. Pour moi, Romanov, pour répondre à la question de Yannick, là, Romanov a tout pour être une étoile dans cette ligue-là. Puis pour moi, une étoile, là, c'est un top 3 défenseur sur une bonne équipe. Puis je pense qu'il va être ça. Mais ce qu'il y a de fun dans le sujet que tu amènes aujourd'hui, Gas, c'est qu'il y en a plus qu'un. Plus qu'un qui peuvent être une vedette, plus qu'un qui peuvent avoir un impact dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, il y en a un qui n'est pas dans la liste. Là. Ils ont dit beaucoup de bien de Norlinder. D'ailleurs, c'est Jean-Luc Pigeon qui faisait remarquer sur le rds.ca. Il y a Norlinder qu'on dit qu'il va être excellent également. Je pense que Primo sera un jour le gardien de but numéro 1 de cette équipe-là. Et je pense qu'on semble avoir oublié comment Jolson allait avant qu'il se blesse gravement à l'œil. C'est un joueur de la Ligue nationale de hockey s'il retrouve ses repères. C'est un gars qui va jouer sur ton top 5, pas assurément top 4, mais qui va être sur ta troisième paire puis qui va te livrer des bons services. Pour une fois, le Gaston, là, on en a du matériel. On en a que c'est pas juste des peut-être. Il y en a que, sans dire que c'est des sure shots. Ça s'en va dans le bon sens. Pour une fois, maudite affaire. Bien, premièrement, pour ce qui est de Romanov, je pense que le Canadien, à court et moyen terme, le voit dans les 4 premiers défenseurs de l'équipe. Ouais. Moi, je regarde la situation de Kulak. Il a très bien terminé la saison avec le Canadien, là, qui était en 2 temps. Là. Il y a eu la pandémie, par ça, ils sont revenus. Il a très bien joué, il a pris de l'assurance. J'ai aimé son comportement. Ce que j'aime de Kulak,
C'est peut-être pas le meilleur défenseur de la Ligue, mais il est mobile. C'est un gars qui doit être plaisant à être son entraîneur parce que tu vois que c'est pas un gars qui dérange, mais c'est un gars qui veut apprendre, mais il joue dans ses qualités, dans ses possibilités et dans son rôle. Pour ce qui est d'Edmondson, je vois mal le gars de le signer sur un contrat comme on l'a signé puis de le faire jouer dans une troisième paire de défense. Mais je le dis souvent, chaque personne a son idée, chaque personne doit défendre ses idées. Et dans le cas de Claude Julien, je suis persuadé qu'il a son idée, qui va jouer avec qui. Et comment on va faire pour faire de Romanov un joueur capable de venir nous aider dans un laps de temps où ça ne sera pas trop long, c'est-à-dire 3-4 ans, puis de le renvoyer des mineurs. Je pense qu'on voit quelque chose de bien en lui. Puis ce qui est important, c'est de le faire jouer avec quelqu'un qui va l'aider, pas simplement mentalement, mais qui va l'aider si jamais il commet l'erreur, peut-être qui va permettre à l'équipe adverse d'avoir une contre-attaque rapide. Il faut que ce joueur-là soit stable, il faut que ce joueur-là se sente à l'aise. Tous les joueurs de la Ligue nationale répondent la même chose. Est-ce que tu es à l'aise de jouer à gauche? Oui. Est-ce que tu es à l'aise de jouer à droite? Oui. Est-ce que tu es à l'aise au centre? Oui. Et souvenez-vous des réponses d'Alex Galchenyuk. Il était à l'aise partout et maintenant, il n'est plus à l'aise en nulle part. OK, il y a plusieurs commentaires, plusieurs personnes qui font des comparables, puis j'y vais là, rapidement. Je vais en lire quelques-uns. En rafale, il y a Patrick Avon qui a écrit, lui, qui parle de Cole Caulfield, mais on aura l'occasion d'y revenir. Stéphane Dufresne, selon moi, Romanov va surprendre offensivement. Il a quand même 14 points en 14 matchs au championnat mondial junior avec les meilleurs de son âge. François Martin pose la question, puis Gaston, je te laisserai répondre. Est-ce que Romanov pourrait éventuellement ressembler à Andrei Markov? Yohan Leduc qui lui, hey les gars, ça fait 2 ans que je vous suis chaque jour. Première fois que je vous écoute en direct, c'est vraiment cool. Brian Leblanc, voyez-vous Romanov comme un partenaire à Weber si la saison commence bien pour lui? Et Patrick Lepelletier dit Romanov prochain Duncan Keith. Donc déjà, tu sais, quand je te parle de pression, là, on le compare à Duncan Keith, on demande s'il pourrait ressembler à Markov. Tu sais, ça va, c'est correct, là, c'est le fun que les jeunes nous envoient ça, mais ça prouve à quel point à Montréal on peut s'emballer vite. Là. Mais c'est difficile de comparer Romanov à ce moment-ci à quelqu'un, Gaston, non? Bien, premièrement, là, j'ai entendu des gens, et moi-même, je dis toujours que je compare Danault au style de jeu de Patrice Bergeron. Je ne compare pas Danault au joueur Patrice Bergeron. Je dis son style. Je dis que Danault pourrait être un bon Guy Carbonneau. Guy Carbonneau est au temple de renommée. Il y a 3 Frank Selke, si ma mémoire est exacte. En tout cas, il y a quelques trophées. Donc, avant de comparer ces joueurs-là, là, faites vos preuves. Et vous allez... Moi, je dis toujours que Guy Lafleur me disait toujours, Gaston, il ne faut pas se comparer à personne. Fais ton propre nom. Et lui, il me racontait que quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il aurait aimé avoir le numéro 4. C'est Jean Béliveau qui est allé le voir et il a dit « Guy, fais ton nom avec ton numéro. Tu as le numéro 10, puis un jour, on va se rappeler de toi. » Puis, vous voyez, aujourd'hui, Guy Lafleur est au temple de la renommée. On parle de lui comme un des meilleurs, sinon le meilleur que le Canadien a jamais eu. Donc, moi, de comparer là, Romanov à Markov, je n'ai pas assez vu jouer Romanov. Je pense qu'il va être un bon joueur de hockey si on le développe bien. J'ai confiance en l'organisation du Canadien. Mais je sais une chose, il n'y a personne qui va me faire dire que Romanov est aussi intelligent sur la glace par sa façon d'anticiper un jeu, sa façon de voir l'adversaire, sa façon de lire un jeu offensif et d'un jeu défensif. Et rappelez-vous, là, Markov était un attaquant lorsqu'il était plus jeune, et il est devenu un défenseur. Ouais. Il n'était pas le défenseur le plus robuste, mais comme intelligence, là, Romanov, là, fais tes classes. Après ça, je te comparerai peut-être à Markov. Yannick, tantôt, tu m'as fait flasher, tu as nommé des gens, parce que, tu sais, Gaston, hier, on a, puis salutations, toi, tu as passé du temps en Suisse, on a demandé aux gens qui étaient de l'extérieur ou un peu partout de nous écrire. Fait qu'on a eu autant Saint-Hyacinthe, Drummond qu'à l'extérieur du pays. Et il y a des gens qui nous écoutent en différé. Exactement. Il y a du monde qui nous écoute en différé. Je veux saluer Mathieu Tremblay, fidèle auditeur, même en rediffusion de On Jase, avec Martin et Yannick depuis le Cambodge. Je vous écoute, puis il y a mis une photo en plus. Wow. C'était sur mon compte Twitter. Il y avait une photo en plus. Il dit « J'ai jamais raté un seul épisode depuis le début. » Et salutations également à Nicolas Lamarche, qui est un régulier. Gas, Romanov, je pense qu'on est d'accord sur qu'est-ce qu'il va donner. Mais vous remarquez, les gars, on parle de Romanov, on parle de Jolson, qui n'a presque pas joué. On parle de Fleury. Mais il y en a un qui a joué pratiquement tous les matchs, qui a joué dans la bulle, puis on ne parle jamais de lui. C'est Victor Mété. Ben,
Moi, si tu veux que je te donne quelque chose sur Victor Mété, moi, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans qu'il est à Montréal? 3 ans? Je me dis, est-ce que Victor Mété a progressé? Je pense que Victor Mété, moi, pour mon opinion personnelle, je pense que Victor Mété a pris un peu de maturité, mais c'est le même joueur qu'il était lorsqu'il est arrivé. Sa progression, c'est peut-être pas fait autant que le jeune Girard qui est au Colorado, il était un dominant parce que physiquement très peu imposant. Même chose pour Victor Mété. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un atout de plus qu'un autre. Et pour le comparer, cet atout-là, moi, je vous dirais que j'ai gagné ma vie. Tout le monde le sait que mon lancer frappé. Donc, j'avais cet atout-là de plus qu'un autre défenseur. Mon lancer frappé, mais je n'avais pas le physique imposant. Mété n'a pas de lancer frappé, n'a pas un physique imposant, n'a pas un gros instinct offensif. Défensivement, Michel Therrien lui reprochait énormément de se faire avoir dans un 1 contre 1. Il est débarqué à Montréal, il est resté à Montréal un petit peu par défaut. Après ça, on a appris à l'apprécier dans son rôle, dans ses qualités. Mais est-ce que l'avenir du Canadien à gauche passe par Victor Mété? Ça, c'est la direction de Claude Julien qui peut répondre à cette question-là. Mon opinion sur Victor Mété, c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais gars, mais est-ce qu'il en donne assez pour jouer régulièrement dans la Ligue nationale? Ça, je suis pas certain. Est-ce que tu le gardes comme 6e ou tu cherches plus à le magasiner? Non, je cherche plus à le magasiner parce que moi, je trouve qu'un jeune joueur comme 7e, c'est pas quelque chose qui va faire progresser sa carrière. S'il avait 31 ans, 32 ans, il y en a souvent qui vont dire, écoutez, si vous avez un contrat à me donner d'1 million, je peux être 7e, je peux aller aider votre club ferme, le Rocket de Laval, je pourrais peut-être y participer et revenir aider vos jeunes. Mais un jeune comme Mété, il va vouloir jouer. Et moi, j'ai eu des contacts avec la Suisse. Et j'ai parlé avec des organisations de la Suisse et ils m'ont dit, Victor Mété, pour nous, c'est un joueur de la Ligue nationale, mais il ne sera pas assez productif pour nous en Suisse, ou il n'aura pas un rôle dominant comme défenseur défensif. Donc, est-ce qu'il peut y aller un jour? Peut-être. S'il n'y a rien d'autre à faire ici dans la Ligue nationale, j'y souhaite d'aller en Suisse, mais pour le moment, il y a des points d'interrogation sur lui partout, même en Europe. Là. Yann, attends, Gaston, là, on a... Oui, vas-y. C'est parce qu'il y a Jean-Luc Pigeon qui dit sur rds.ca, sur la page On Jase, puis tu sais, on a 60 secondes. As-tu des souvenirs de Konstantinov? Parce que lui, il dit, pour moi, Romanov, c'est sûr qu'on veut tout le temps trouver des comparables. Là. Pour moi, Romanov, c'est Konstantinov à l'époque avec Détroit. As-tu des assez bons souvenirs pour ça, Gas? Oui, mais comme je te dis, je pense que ces noms-là qu'on donne, là, ces joueurs russes-là qui ont été, je pense, que des très bons joueurs, puis il y en a que leur carrière a été écourtée par blessure. Mais moi, je pense que dans le cas de Romanov, je ne peux pas le comparer à personne. Je ne l'ai pas assez vu jouer. J'ai aucun commentaire négatif à faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on espère que, et je lui souhaite le meilleur, mais dans le moment, je ne me fais pas une idée de lui pour le moment. OK. Je sais que la pause s'en vient, Gaston, puis là, on va parler des gardiens de but, puis c'était mon lien. Alors, Martin, je vais m'occuper de la pause, puis on va parler de Primo, parce que là, tu n'es pas embarqué. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la télé, on vous retrouve dans quelques instants après les grands titres. Bon, ça a bien été, hein? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais je l'ai fait. À coche. Ça a rentré direct, mon cher. Là, ce que je disais, c'est que là, on a parlé beaucoup des défenseurs. Puis là, pourquoi tu ris? Hey, on le saura. On va débriefer ça après le show. Vas-y. On a parlé beaucoup des défenseurs. Mais là, on va parler un peu des gardiens de but parce que, puis là, j'ai réussi, pendant que tu répondais, Gaston, à la question, je voulais aller retrouver le commentaire, la question de l'auditeur qui nous avait envoyé cette question-là mardi. C'est Éric Saint-Arnaud qui te demande, Gaston, qui te demandait mardi, mais on a dit qu'on était pour répondre aujourd'hui, puis ça va nous permettre de discuter de Primo. Est-ce que Caden Primo pourrait devenir et surtout va devenir un grand gardien dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il sera le digne successeur de Carey Price? Bien, premièrement, quand tu es gardien de but dans la Ligue nationale, tu es repêché, il y a un cheminement. C'est très rare qu'un gardien de but va sortir des rangs juniors puis va s'en aller dans la Ligue nationale, puis va être le gardien de but numéro 1 pour 60 matchs, 65 matchs. Il y a un cheminement pour un gardien de but qui c'est assez spécial. C'est la Ligue américaine parce qu'on veut que tu aies beaucoup de rondelles, de lancers de vrais pros, et c'est dans la Ligue américaine. Puis après ça, il y a un autre cheminement. À l'occasion, ça peut être que tu vas être le numéro 2 pendant une saison ou deux. Puis après ça, tu vas devenir numéro 1 parce que ton gardien vieillit ou parce que tu vas l'avoir poussé vers qu'on l'échange ou quoi que ce soit. Dans le cas de Primo, ce qui m'inquiète,
c'est que Carey Price doit lui rester au moins 7 ans à son contrat. Il a une clause de non-mouvement. Donc, non-mouvement, c'est que tu ne vas pas en ligne américaine, tu ne peux pas être échangé, tu dois rester avec l'organisation et il représente sur la masse salariale beaucoup de dollars, des dollars très importants. Est-ce qu'il pourrait prendre la place de Jake Allen un jour? Peut-être. Mais ça veut dire que tu vas jouer entre 20 et 25 matchs. Puis là, même encore là, est-ce que tu vas être capable de pousser à la porte un gars comme Carey Price? Ça va être très difficile, surtout si Carey Price disait « Moi, je ne lève pas ma clause de non-mouvement. » Il va être obligé de rester à Montréal. Est-ce qu'on peut l'envoyer dans l'américaine? Non. Est-ce qu'on peut l'envoyer à la maison? Oui. Là, tu l'envoies à la maison, puis tu le paies à la maison. Ça va devenir un sujet de conversation lorsque Primo fera ses preuves ou lorsqu'il amènera le Rocket de Laval à gagner la Coupe Calder, à être un gardien de but dominant, à être renommé comme le meilleur gardien de but de la Ligue américaine. Il devra avoir des atouts, des cartes dans son jeu pour prouver à l'organisation de lui donner un essai. Et ça, pour ma part, ça va passer comme gardien de but numéro 1, qui va certainement prendre la place un jour de Jake Allen. Oui, mais tu sais, en tout cas, à peu près, là, Gas, Carey a 33. Comme tu dis, après cette année, il lui reste 5 ans. Donc, il va jouer cette année la saison 20, qui est pas mal finie, 21. Après ça, il reste 5 ans de contrat avec une full no-trade, mais Primo est à 21. Fait que quand le contrat de Price va être fini, Primo va avoir 26-27 ans. L'âge pour arriver à son prime. Est-ce qu'il va avoir déjà partagé la tâche avec Price dans les 2 dernières années, soit de 24 à 26 ans pour prendre la pole par la suite quand Price va prendre sa retraite? Tu sais, le timing est à peu près pas loin d'être parfait. Là. C'est peut-être un petit peu trop long pour Price. Ça aurait peut-être été mieux. Puis tout ça, si, parce que Price lui a fait les arrêts. Mais ça, c'est si Primo est capable de faire les arrêts au prochain niveau. Oui, puis tu diras à Primo, là, casse-toi pas la tête, un jour on te voit, puis là je te parle pas en tant que Martin Lemay, mais en tant que peut-être de directeur gérant du Canadien, dis écoute, tu nous intéresses beaucoup, mais on aimerait ça que tu restes à peu près 5-6 ans dans la Ligue américaine. Tu vas faire à peu près 100 000 au lieu de faire des millions, mais sois patient. Un jour, peut-être qu'on va te donner la table. Non. Ça, là, je doute fortement que ça peut se passer comme ça. Et comme je dis, puis je le répète, moi, je pense que la meilleure situation pour Primo, c'est de devenir le deuxième à Carey Price. Est-ce qu'il va être capable de le pousser vers l'extérieur, c'est-à-dire que Price pourrait devenir le numéro 2? J'ai un gros point d'interrogation, j'ai un gros doute, parce que dans le moment, Primo nous a démontré qu'il avait énormément de talent, physiquement imposant, mais il n'a quand même pas fait la différence, ni dans la Ligue nationale, ni dans la Ligue américaine. Bon, ben, Gas, un énorme merci encore une fois d'être là. On se rejoint. Ouais, ben, écoute, il y avait un délai, fait que j'ai décidé de prendre la pause. Gas, un gros merci. Écoute, merci d'avoir été sur le show. On se rejoint la semaine prochaine sans faute. Puis passe un beau week-end. Merci d'avoir été là. Salut. Salut, Gas. Bye. Ciao, alors bye. voilà. Écoute, ben là, je savais pas si t'embarquais ou j'embarquais avec ce que j'ai entendu, puis à un moment donné, J'avais posé la dernière. Comme je t'allais. C'est ça. Ah, c'est bon, c'est correct. Écoute, Mais Martin, vite pour comme finir, ça. pour là. finir sur Primo, là, Yann, là, juste pour finir sur Primo avant qu'on aille ses commentaires, là, les équipes là, voient l'expansion s'en venir. Le Canadien a prolongé Jake Allen pour 2 ans. Ils vont le soumettre au ballottage pour l'expansion. Puis s'il connaît une bonne saison derrière Carey Price, c'est le genre de gardien de but qui pourrait garder un souffle. Les équipes, là, c'est fini de perdre un jeune gardien de but. On a vu, on en a parlé avec Alex Tanguay la semaine passée, puis Alex Tanguay s'en vient. La signature de Cam Talbot, là, on le sait que notre gardien de but de relève, Kakkonen, est prêt pour la suite des choses. Mais si on le fait jouer cette année, on l'expose pour le repêchage d'expansion. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire. Donc, on va garder en bas une saison. Tough luck, mon chum, tough love. Mais pendant ce temps-là, on va faire jouer à rotation, on va faire jouer Talbot et Stalots. Puis si jamais ça ne marche pas, on va donner quelques matchs aux jeunes tout en gardant dans la Ligue américaine pour être certain qu'ils ne jouent pas trop de matchs. Puis ça va être la même chose pour Caden Primo. Si Allen part, bien, Primo va être pendant 3-4 ans à pousser dans le derrière à Carey Price, puis on espère à donner des bons matchs. Puis le Canadien veut avoir la décision à prendre à dire est-ce que j'échange Primo parce que j'en ai un autre qui s'en vient puis je peux avoir un gros retour sur lui, ou je le garde parce que quand Price va être parti. Fait que je trouve que la situation du Canadien est très saine à ce niveau-là. Vas-y avec les salutations avant qu'on revienne de la pause.
Oui, rapidement, il y a Sébastien Lavoie qui écrit « Yannick, tu es un champion des pauses. J'en ai fait une des 2 dernières semaines, puis je l'ai eu, ça a l'air. » Fait que je veux le saluer. Également, je veux saluer Pascal Poirier, qui, lui, nous écoute depuis Rouyn-Noranda. Lâchez pas les boys, j'écoute à tous les jours. Meilleure émission de tous les temps. C'est très gentil. Salutations également à Gaétan Aucoin, Patrick Guillet également. Il y en a plusieurs comme ça qui nous écoutent en direct et en rediffusion. Martin, je te laisse aller avec les commentaires sur rds.ca également. Oui, ça rentre à pleine pelletée. Steven qui parle à 35 ans. Price sera à ses derniers 1000 comme numéro 1 bientôt. Max Lapointe, salutations également. On va retrouver les gens de la télévision. Puis on va poursuivre avec Alex Tanguay dans quelques instants. Il y a Sab qui demande, il dit « Gaston, il était-tu calme comme ça parce que le podcast est rendu à la TV? » Ah, va falloir lui demander. Primo devrait être capable de jouer 30 à 40 games avant la fin du contrat de Carey Price s'il va avoir un break, un peu comme Saros avec Rinné à Nashville. Oui, mais là, Saros a besoin de jouer plus souvent parce qu'il ne nous a pas montré ce qu'il avait été capable de faire dans la Ligue américaine de hockey. Il n'a pas été capable de l'amener dans la Ligue nationale de hockey. Joël, il dit « Faites attention avec Primo. McNiven a été un grand gardien junior canadien. Lindgren était bon dans la NCAA. C'est pas la même affaire dans les pros. Vous êtes obligé de dire que Joël Côté-Vivanti a raison là-dessus. Ah, c'est sûr. Éric qui dit que peut-être Price, en fin de carrière, serait intéressé à lever sa clause de non-échange pour aller dans l'Ouest, dans son coin de pays, et peut-être, s'il n'a pas gagné de Coupe Stanley à Montréal, essayer de gagner une Coupe. Ça aussi, on ne sait jamais. Tu n'en as jamais trop de bons joueurs. Puis moi, je dis ton équipe est aussi bonne. Tu sais, je disais ça quand je faisais de la radio. L'été, là, au lieu de mettre une équipe, c'est que tu n'as pas d'aspiration pour eux autres. Mets une équipe là, qui serait capable de sortir ton équipe A qui est en vacances pendant l'été. Ça va montrer la force de ton équipe. Ton équipe A va être obligée d'en donner encore plus. Amène le meilleur jeune prospect en arrière de Carey Price pour le pousser, pour qu'il sache qu'il doit donner son 100% match après match après match. Moi, je crois à ça dans la vie. Si tu veux être bon, il faut que tu t'entoures des meilleurs pour toi-même être meilleur. Exact. Exact. Tu as tout à fait raison, Martin. Il y a plusieurs commentaires, mais on va y revenir parce que là, je pense qu'on est en mesure de s'en aller du côté de la Floride, retrouver notre ami Alex Tanguay qui est déjà installé. Salut, Alex! Comment ça va, les gars? Hey, ça va bien, ça va bien. Je te vois que t'as... Je te vois que ta casquette, Alex, tu viens-tu d'aller faire une petite ronde de golf, là? Non. C'est la journée de la dinde aux États-Unis. Donc, on est dans la cuisine, là, à se préparer à faire à souper. Je peux dire que ça va être ma femme, probablement, puis plus que moi, mais je vais essayer d'assister d'une certaine manière. Mais... Tiens, je voulais t'en parler tantôt. J'avais dit à Martin, je vais en profiter avec Alex, vu qu'il est là-bas en Floride. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Pour les gens qui sont peut-être moins familiers, l'Action de grâce américaine, c'est toujours comme ça, le dernier jeudi de novembre. Puis c'est un événement majeur. Au Canada, l'Action de grâce au mois d'octobre, tout le monde voit ça plus comme une journée de congé que pour une fête, vraiment, là. Surtout les francophones. Mais aux États-Unis, c'est complètement différent. Pour avoir été, moi, souvent aux États-Unis durant le week-end et la journée du Thanksgiving américain, écoute, tout est fermé. Il n'y a rien qui se passe. Les magasins vont ouvrir tard ce soir, puis là, c'est la folie du Black Friday. Mais comment ça se passe? Parce que là, on est en pandémie, c'est vraiment différent aujourd'hui. Il y a du football. À quoi ressemble une journée typique là, pour Alex Tanguay et les Américains aujourd'hui? Bien, c'est sûr que le CDC aux États-Unis a des grandes restrictions sur le voyageage, si on veut, mais tu regardes ce qui s'est passé au cours des dernières années, puis ce qui se passe habituellement à l'Action de grâce aux États-Unis, c'est probablement la plus grande fête aux États-Unis. C'est la fête où les gens voyagent le plus. C'est un regroupement familial que les gens célèbrent probablement plus que Noël, plus que la Nouvelle Année, ce qui est différent au Canada, au Québec, certains. Donc, il y a eu beaucoup de voyagements, il y a beaucoup de rassemblements de personnes en famille, puis en espérant qu'avec ce qui se passe avec la pandémie, ça va être les cas où ça ne nuira pas à remédier aux problèmes de la pandémie. Là, ma question va être poche, là, mais tu vis aux États-Unis, tu es Québécois, je présume que tu dois parler en français à tes enfants à la maison.
est-ce que tes enfants auront la culture américaine? Parce que le Thanksgiving, moi, j'ai vécu dans l'Ouest canadien. C'est beaucoup plus important le Thanksgiving canadien dans l'Ouest canadien puis tu as vécu à Calgary, Alex, qu'ici au Québec. On fait très peu ça au Québec. Aux États-Unis, c'est encore 10 fois plus fort que ce que j'ai vécu dans l'Ouest canadien, mais c'est important quand même. Toi, quand tu vas élever tes enfants, je présume tes élèves en français, mais est-ce que tu vas leur donner la culture du Thanksgiving, à quel point c'est important? Ben oui, on essaie de veut pas faire en sorte que, tu sais, avec les écoles, avec l'éducation que les autres ils ont ici, ça fait en sorte qu'ils sont dans un environnement que oui, le Thanksgiving fait partie de leur coutume, mais c'est sûr que veut pas notre culture. Moi et ma femme, on est québécois, donc la culture de Noël, la culture de la nouvelle année, nos habitudes francophones, si on veut. C'est sûr que ça fait partie de nos racines, puis c'est quelque chose qu'on veut passer à nos enfants. Fait qu'on essaie de faire attention le plus possible à nos racines, mais tout en les impliquant aussi dans l'environnement qu'on est. Je pense que, tu sais, quand je regarde les gens, que ce soit dans le sport ou les gens qui travaillent dans certains environnements, ben quand tu t'en vas dans cet environnement-là, que ce soit en Europe, que ce soit un peu n'importe où dans le monde, ben tu dois faire en sorte de respecter les coutumes puis de t'initier à leurs coutumes. Puis c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le Thanksgiving aux États-Unis. Là, Alex, avant de parler de hockey, là, je veux juste te dire une chose, là, puis je vais te laisser le temps de penser à ça. Là, tu m'as dit que tu étais pour préparer la dinde, surtout ta femme. Je sais pas si elle est déjà dans le four ou si elle est en préparation, mais si elle est en préparation, je veux que tu nous la montes avant la fin de l'entrevue. Tu sais, avec ton téléphone, là, j'imagine. Il va falloir que tu nous montres la dinde, parce que c'est l'heure du midi, là. Ça va nous donner l'appétit, parce que si nous autres, il n'y en a pas de dinde aujourd'hui. On va en manger dans un mois, à Noël. Je te donne le défi d'ici la fin, OK? Je te donne le temps d'y passer. Mais là, avant, je veux qu'on parle de hockey un peu, Alex. Tu as sûrement entendu... ben oui, c'est sûr que tu as entendu les commentaires à gauche et à droite concernant le retour au jeu. David Perron, sur nos ondes hier, il était assez clair, il exprimait son point de vue. Puis d'ailleurs, j'en profite là, pour le dire. David est honnête dans sa démarche. Il comprend que les gens, la population en général, des fois, peuvent interpréter le fait que les gars chialent un peu malgré les salaires qu'ils gagnent. Mais hier, là, il a vraiment pris le temps de l'expliquer puis de donner son point de vue là-dessus. Puis j'ai trouvé ça tellement bon. Je vais en rajouter sur David Perron. J'ai reçu beaucoup de textos d'amis, mais de gens des médias qui m'ont écrit à la suite de la chronique de David Perron sur notre show hier. Ah oui. C'est pour te dire à quel point il a fessé dans le mille et qu'il a été honnête. Je te laisse continuer à expliquer ce qui s'est passé à Alex, mais je voulais juste te dire, j'avais reçu beaucoup de communication à cet effet-là. Là. Je pense que Perron l'a sacré l'autre bord hier. Exact. Puis c'est parce qu'on n'est pas habitué à ça, des joueurs actifs commenter aussi ouvertement. Il n'y a pas de langue de bois, il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il souhaitait, puis il a fini en disant, écoutez, tout le monde veut jouer au hockey. Éric Bélanger en a parlé un petit peu cette semaine. Lui, il avait dit, Alex, si c'était à refaire, moi, le dernier lockout, le 40 % je l'aurais pris, parce que cet argent-là, je ne le reverrai plus jamais. Toi, de ton côté, t'en penses quoi de ça? Là? Parce que là, on semble se diriger vers un petit bras de fer, pas comme dans un lockout, mais un petit bras de fer entre les propriétaires et les joueurs pour le protocole de retour au jeu concernant l'argent. Alex Tanguay en pense quoi de cette situation-là actuellement? Ben moi, je pense qu'il faut être honnête dans notre évaluation de la situation. Puis l'honnêteté, tu sais, quand Éric parlait, tu sais, j'étais encore ami avec Éric Bélanger, on était voisins au Lac-Beauport, et puis tu sais, on en parle souvent du fait que tu regardes le lockout de 2004-2005, tu regardes ce qui s'est passé en 2012-2013. Est-ce que cet argent-là, parce que veut pas, tu sais, on est des choyés de la vie de jouer dans la Ligue nationale puis de faire des salaires peut-être du top 1 % ou du top 2 % si tu veux dans le pays à ce moment-là. Ben, tu te considères chanceux de faire cet argent-là, puis est-ce qu'il y avait des moyens à ce moment-là d'éviter ces situations-là, de trouver des terrains d'entente qui vont faire en sorte que, oui, les propriétaires vont être gagnants d'une certaine manière, mais que les joueurs aussi vont être gagnants. Fait que, puis je comprends les points de vue que vous apportez du fait que pour les fans ou pour le commun des mortels, parce que, tu sais, là, je me considère, maintenant que j'ai pris ma retraite, de travailler dans le monde qui est dans le commun des mortels, que tu fais en sorte que chaque paye ne reflète pas un montant d'argent exorbitant, mais vraiment que tu as besoin de travailler très fort pour accomplir ce que tu as besoin de faire. Fait que c'est sûr que les gens sont, comment je pourrais dire, peuvent avoir envie ou peuvent penser que ces joueurs-là sont gâtés ou sont choyés puis ne devraient pas se plaindre avec les mains pleines.
Mais ce qu'il faut se rendre compte là-dedans, c'est que les joueurs, ils ont travaillé depuis... Certains de ces joueurs-là, ils ont travaillé depuis qu'ils ont 5 ans, même depuis qu'ils avaient 5 ans. Même si c'est pas un travail, tout ce qu'ils ont fait en préparation pour se rendre à la Ligue nationale, là, j'en ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah ben moi, si j'avais pas eu cette blessure-là, ah ben moi, si j'avais pas fait ça, ah ben moi, si j'avais un bon coach, je serais dans cette situation-là. » Puis je suis obligé de dire que c'est pas vrai. Il faut se regarder dans le miroir. J'en ai eu une blessure junior que je me suis fait mal à l'aine, puis ça a duré 6 à 8 mois. J'aurais pu facilement dire, bon, ben mon rêve est fini, mais non, moi, ce que je voulais faire, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Puis le fait que le hockey est un sport un entertainment, si on veut, ben les salaires sont là pour ces joueurs-là. Fait que je comprends les joueurs d'avoir le salaire, mais d'un autre côté, tu regardes le monde normal. Le monde normal aujourd'hui, il y en a plusieurs qui perdent leur emploi, il y en a plusieurs qui ont des diminutions de salaire, qui ont des rollbacks, si on veut, que les joueurs qui ne sont pas capables par rapport à la pandémie d'avoir de fans dans les gradins, parce qu'on pensait, tu sais, quand on a signé la dernière convention collective, qu'on serait d'une manière peut-être avoir 15, 20, 25, 30 40, 50 dans certains des buildings. Fait que pour les propriétaires, les données puis les revenus ne sont peut-être pas où on avait estimé. Fait que moi, j'ose croire qu'il y a un terrain d'entente. Attends une seconde, Alex. David nous a dit qu'il y avait 3 scénarios, puis dans les 3 scénarios, il y en avait un, pas de spectateurs. Fait que les propriétaires, dans leur proposition aux joueurs en juillet, je pense que ça a eu lieu, ils ont mis 3 propositions, puis dans les 3 propositions, il y avait le concept sans spectateurs, fait qu'ils étaient au courant que ça avait des chances que ça n'arrive pas. Je m'excuse de t'avoir interrompu, je le ferai plus jamais. Oui, ben ça, vois-tu, c'est quelque chose que moi, tu sais, je suis plus au courant, là, tu sais, je m'en mêle pas un peu, fait que je suis content d'entendre ça. Mais d'une certaine manière, tu regardes les propriétaires. Puis on va parler des propriétaires. Tu peux parler des Rangers, tu peux parler des Maple Leafs, tu peux parler des Canadiens. Des équipes qui sont vraiment profitables. Qu'eux qui ont fait des certains montants d'argent X dans les dernières années, eux peuvent dire, ben écoutez les gars, pour nous autres, ça fait du sens de jouer parce qu'on a un produit. Puis la Ligue nationale se doit d'avoir un produit pour rivaliser. Tu sais, tu veux pas que la NBA prenne des fans de la Ligue nationale. Tu veux pas que la NFL, tu veux pas que le baseball... Tu veux être capable de garder ton fanbase au courant, puis actif, puis d'être capable de montrer tes joueurs dans des gros marchés pour être capable de les exposer, pour donner de la visibilité, si on veut, au sport. Mais il y a aussi des équipes, tu sais, je vais te parler d'Ottawa. Est-ce que pour Ottawa, que l'équipe qui est peut-être, tu sais, on parle, puis je les connais pas les chiffres, là, mais peut-être qu'Ottawa, admettons qu'Ottawa, ils break even. Ils sont égaux dans leur portefeuille quand il y a des fans dans le building. Mais là, pas de fans dans le building avec ton staff que tu es obligé de garder, que oui, tu es capable de peut-être payer un petit peu moins cher par rapport à des réductions de salaire que tu n'as pas de fans. Mais est-ce que cette équipe-là, pour eux autres, Eugene Melnyk qui rentre dans le bureau Gary Bettman demain matin, est-ce que lui, il dit, ben moi, trouvons un terrain d'entente, puis je veux jouer, puis je veux perdre de l'argent? Ça, c'est des choses que... Fait qu'il y a un juste milieu. Gary Bettman, les joueurs, je pense que tout le monde est en accord. On se doit de trouver un terrain d'entente. Est-ce que les joueurs ils vont avoir de la difficulté à accepter que les propriétaires vont renégocier? Certainement, parce que c'est tu sais, bien souvent, un deal, c'est un deal. Tu fais une location d'auto, tu veux pas que le propriétaire, le propriétaire du garage, après 2 ans, dit, ben pour la 3e année, ton auto est 150 pièces de plus par mois ou 200 pièces de plus par mois. Tu sais, ça marche pas. Donc, il y a un terrain d'entente, mais pour les joueurs, ils ont travaillé toute leur vie pour ça. Ils se préparent. C'est une période de temps qui est très courte de ramasser l'argent. Puis tu sais, quand tu regardes les carrières normales, tu as parlé de David Perron. David n'a peut-être pas eu une carrière normale, parce que la carrière normale dans la Ligue nationale, c'est des carrières de 4 ans peut-être. 4 ans, 5 ans. Oui, il y a peut-être, je te dirais, 300, 400 joueurs qui, eux, ils ont des carrières d'entre 10 ans, 12 ans, 15 ans. Mais pour la plupart des joueurs, c'est tellement rapide la carrière parce qu'il y a tellement de bons joueurs qui essaient d'atteindre ce niveau-là que c'est de manquer sur cet argent-là. C'est sûr que c'est difficile. Je vais te poser une question que je ne sais pas si tu vas être à l'aise de répondre, mais je la pense sincèrement. On ne verra pas... Remarque, Vlasic gagne beaucoup d'argent.
Mais j'ai dit à Yannick l'autre fois en meeting, on ne verra pas les Carey Price, que lui il a caché 10 des 11 millions qu'on lui doit cette année en signature de bonus au mois de juillet. On ne le verra pas monter aux barricades et dire c'est pas juste que les propriétaires font. Il a eu son argent. Chez Weber, tous les gros canons là, sont dans cette situation-là. Est-ce que est-ce que ça met l'association des joueurs dans un dilemme parce que vous avez comme deux groupes, le groupe qui ont caché les superstars et le reste des joueurs? Bien, absolument. Pour moi, c'est la chose qui est la plus difficile. Parce que les joueurs qui ont le plus d'exposure, le plus de visibilité, c'est qui? C'est Connor McDavid. Connor McDavid fait quoi cette année? Il a fait 12 millions de bonnets de signature. Je vais dire un chiffre. Là. Je suis pas au courant. Je n'ai pas les chiffres en avant de moi. Mais admettons que Connor McDavid il a fait 10 millions en bonnets de signature cette année des Oilers d'Edmonton. Tu sais, le joueur de 3-4e ligne des Oilers d'Edmonton, qui lui a un salaire, qu'il y a 2 maisons à payer, qu'il y a... Puis tu sais, je les plains pas parce qu'ils vivent bien. Là, on s'entend que le salaire, mais tout tombe en ligne de compte que Connor McDavid, lui, qui va se mettre en avant, puis que lui, il va avoir déjà été payé. Fait que c'est pas fair non plus, puis que Connor McDavid, puis John Tavares, puis ces gars-là qui ont les gros salaires, soit les gens qui sont dans les meetings de l'association, parce que veut pas, au point de vue visibilité, c'est eux autres que l'association des joueurs ils ont besoin de mettre en avant des médias pour dire, ben on a Connor McDavid dans ce groupe-là, on a John Tavares, on a Shea Weber, on a cette gang de joueurs-là qui, eux, nécessairement, ben le fait qu'ils ont un talent surdoué, puis ils l'ont mérité cet argent-là, pour les joueurs, ils n'ont rien à dire contre ça. Là. Connor McDavid, les gens qui viennent voir le show au Centre Bell, là, quand Connor McDavid puis Leon Draisaitl est là, tu veux voir ces joueurs-là. Mais c'est que ces joueurs-là soient payés en avant puis les gros montants, c'est normal. Mais est-ce que c'est juste que ces joueurs-là font 95 de leur salaire, 90, 80 de leur salaire, puis que les autres ne soient pas capables puis aient à réduire leur salaire? Bien, c'est sûr qu'il y a des points de vue que certains joueurs, puis plusieurs joueurs vont dire que c'est pas nécessairement juste que ces joueurs-là aient leur argent dans une situation comme ça. Mais quand ils jouent, est-ce qu'ils méritent le 12,5 millions? Oui, les spectateurs veulent voir Sidney Crosby, ils veulent voir Alex Ovechkin, ils veulent voir Carey Price. Un fan ici en Floride, puis il va voir le match quand le Canadien vient. Ben, j'ai rien contre Jake Allen, qui est un excellent gardien de but de la Ligue nationale, mais c'est sûr que je regarde pour mes garçons, le nom qu'ils connaissent, c'est Carey Price. Là. Ouais, écoute, Yann, Alex, je suis allé chercher le chiffre. Tu en as parlé, Alex. Connor McDavid va faire 14 millions cette année. 1er juillet, il a caché 13 de ses 14 millions. Un seul million lui reste à être versé. Ouais, c'est justement... C'est comme Carey Price. Fait que tu sais, moi, je crois qu'il y a un terrain d'entente. Est-ce que les joueurs peuvent trouver une manière de... C'est sûr que quand tu signes un deal, tu veux garder le deal puis tu veux avoir le deal que tu as fait. Est-ce que ce deal-là est changé par rapport aux données de la pandémie? Moi, je pense qu'un des points de vue qui fait peut-être penser les propriétaires puis qui fait peut-être changer la donnée, c'est tu regardes au baseball. Le baseball a une saison que veut pas, le fait que la pandémie est en pleine forme aux États-Unis. Ils ont eu une saison raccourcie. Ils ont eu une saison qui a été difficile. Tu regardes les Dodgers de Los Angeles qui ont gagné la Série mondiale, qui sont venus devant les médias pour dire qu'ils avaient perdu 125 ou 150 millions de dollars durant le cours de la saison. C'est des scénarios qui font penser que, veut pas, le sport, puis c'est pas juste le hockey, le sport en général est probablement une des business qui est le plus affecté du fait qu'on n'est pas capable d'aller mettre des partisans dans les gradins. Alex, j'ai un commentaire puis une question de la part d'un auditeur, mais juste avant, une vite. Selon toi, on va jouer 1er janvier, 15 janvier, 1er février ou plus tard? Moi, je dirais que ça s'enligne plus vers le 1er février. Tu penses déjà au 1er janvier, puis je sais que la Ligue nationale avait parlé du 1er janvier. Les choses sont rapprochées. Tu sais, tu parles de la quarantaine au Canada, donc la plupart des joueurs, pour avoir une quarantaine au Canada, les joueurs ont besoin d'être là rapidement pour avoir un camp d'entraînement qui va commencer le 15 décembre. Là. Puis est-ce qu'il y a des équipes comme les Sénateurs, comme les Sharks de San Jose, qui, eux, n'ont pas fait partie de la bulle? Est-ce qu'eux vont avoir 5, 6, 7 jours de plus là qu'ils ont demandé pour avoir dans le camp d'entraînement? Fait que si tu parles nécessairement de ça,
ben demain matin, il faut que les joueurs soient dans leur ville respective, puis commencent la quarantaine, puis après ça, qu'ils commencent pour être prêts à commencer un camp d'entraînement qui serait vers le 10-12 de décembre. Donc, est-ce que c'est rapide? Oui. Est-ce que c'est possible un 15 de janvier? Peut-être. Tu vois, ça apporterait les joueurs à aller au milieu de décembre dans leur environnement. Un camp d'entraînement qui commencerait vers la fin de décembre, peut-être après Noël. J'ai bien hâte de voir. Écoute, les joueurs sont anxieux. Toutes les organisations sont anxieuses. Moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes de notre organisation au Minnesota. Puis, tu sais, je peux vous dire que du directeur gérant aux entraîneurs, chaque personne a hâte de retourner faire ce qu'ils aiment faire et puis ce qu'ils font de mieux. Donc, tout le monde a hâte de mettre l'épaule à la roue, mais on va voir jusqu'à quand ça va arriver exactement. Bon, Martin, tu auras sûrement toi aussi des questions du public, mais avant... Non, mais avant, je veux juste poser une question. Je veux prendre une question qu'on a reçue sur Facebook, puis je te laisse aller par la suite, Martin. Ben, je trouvais le fun, puis je trouvais que ça faisait un beau lien avec notre sujet tantôt avec Gaston. Il y a Cal Rodrigue qui écrit premièrement, Alex, félicitations pour ta carrière. Donc, ça, c'est la première des choses. Et ensuite, au cours de ta carrière, qui t'a pris sous son aile pour t'aider dans ton développement? Et par la suite, toi, as-tu à prendre quelqu'un sur ton aile et à aider un jeune joueur à se développer puis à apprivoiser la Ligue nationale? Ben, écoute, pour moi, ma réponse à moi, je pense que pour les personnes qui vont connaître ma carrière, ils vont savoir que c'est probablement Patrick Roy qui m'a aidé dans mon développement parce que veux pas, quand je suis arrivé au Colorado, j'avais 19 ans et puis l'équipe, tu sais, comme Pierre Lacroix voulait me placer dans un bon environnement. Fait que pas qu'il me cherchait une pension, mais il voulait, tu sais, me trouver un endroit peut-être où rester pour m'aider à m'acclimater, puis pour me laisser vraiment me concentrer. Et puis Patrick et sa famille à ce moment-là m'ont hébergé chez eux pendant un an. Puis écoute, d'avoir la chance de côtoyer Patrick Roy jour après jour, c'est une chance que, tu sais, c'est encore en parler aujourd'hui en jeune fan de hockey, tu sais, d'être capable d'arriver puis de dire Patrick Roy avait déjà gagné 3 Coupes Stanley, c'était la super vedette, écoute, au Québec dans le moment, fait que d'être capable de rester chez eux puis d'apprendre puis d'écouter ses conseils, de voir sa passion, de voir comment il se préparait, ça a été pour moi, ça a été une période qui a été extraordinaire. Et puis pour répondre à ta deuxième question, est-ce que je l'ai redonné à plusieurs jeunes? Quand Patrick est devenu mon entraîneur au Colorado, on a repêché un jeune qui s'appelait Nathan McKinnon. On a repêché un jeune qui s'appelait Nathan McKinnon. Et puis, à ce moment-là, j'avais été changé de Calgary, donc j'essayais de m'établir, de me trouver une maison puis de trouver les choses au Colorado. Fait que Patrick m'avait demandé est-ce que j'étais prêt à prendre Nathan sous mon aile. Puis, écoute, ça m'aurait fait plaisir parce que je veux pas de redonner à une game qui m'a donné beaucoup, pas nécessairement à Nathan, mais à une game qui m'a donné beaucoup. Ben, c'est un peu ce que Lucien Deblois avait fait à Patrick, puis ce que Patrick avait fait avec moi. Fait que je voulais le faire, mais malheureusement, on n'était pas capable de se trouver une maison à temps. Et puis Patrick voulait vraiment le mettre dans un bon encadrement. Puis à ce moment-là, Jean-Sébastien Giguère l'avait hébergé chez eux pour cette année-là. Mais oui, beaucoup aux jeunes, tu sais, de donner. Puis je pense que c'est ça, un peu ce que je fais présentement avec le coaching. Ça me donne la chance de partager mon expertise, de partager mes histoires, de partager ce que je fais. Et puis, pour revenir à Nathan, c'est drôle, mais tu sais, des fois, on se parle parce que, tu sais, on est encore amis. Puis, tu sais, même s'il était jeune, puis moi, j'étais un petit peu plus vieux, tu sais, on parlait beaucoup de hockey, on échangeait beaucoup. Puis, tu sais, c'est drôle de voir certaines choses qu'on parlait dans le moment, que Nathan, il vient de me voir, puis, tu sais, il dit c'est vrai, tu avais raison, j'ai compris ces choses-là. Parce que on passe tout par là. Tu sais, il y a toutes des expériences que tu peux dire, ben si je savais ça dans le moment, ça m'aurait aidé. Mais tu sais, des fois, tu as besoin de le vivre, cette expérience. Je te fais prendre une petite pause, mon Alex, parce que la télévision va nous quitter. On se rejase demain. Sinon, venez nous voir sur le web. Entre autres, on va parler de Caulfield. Oui, je vais vouloir te parler de Caulfield un peu plus tard. Excuse-moi, je t'ai arrêté, mais le show, c'est le show, ça continue tout le temps, pas de pause, mais la télévision doit nous quitter à un certain moment donné. Fait qu'on leur dit bye par politesse. Tu disais que tu parlais que ça prend du temps des fois à réagir, que les conseils qu'on nous a donnés, peut-être au début, comme nos parents, on les trouvait poches, mais avec le temps, on dit ouais, il a peut-être raison.
Ben, c'est exactement. Puis, tu sais, je donne Nathan est probablement un des meilleurs exemples. Tu regardes la qualité d'athlète qu'il était quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, Martin, Yannick, vous connaissez assez le hockey, puis vous voyez assez ça pour savoir que Nathan, il avait un don physiquement qui était incroyable. Tu sais, on le savait qu'à un moment donné, ça allait exploser pour lui dans la Ligue nationale parce qu'il y avait trop d'habileté physique pour pas être capable. Mais mentalement, il y a eu une progression, il y a eu une adaptation sur son jeu, il y a eu une manière de trouver qu'est-ce qu'il avait besoin de faire, puis comment qu'il avait besoin de faire pour être capable d'utiliser ces habiletés physiques-là qu'on voit si bien présentement. Et puis sa game, tu regardes sa game où elle est présentement et où elle était sa deuxième, sa troisième année dans la Ligue nationale, écoute, c'est pas comparable. C'est le fun de voir ça pour un fan de hockey. Puis, tu sais, moi, je me considère comme un fan maintenant de voir qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir. Puis, tu sais, d'avoir des conversations sur les choses avec lui, puis de comment il voit les choses, puis de comment qu'il... Puis je suis sûr qu'à un moment donné, ben Nathan, il va partager cette expertise-là qu'il a avec les jeunes joueurs de son équipe pour essayer de les aider, puis de lui donner des façons de s'améliorer, puis d'être meilleurs eux autres mêmes. OK. Je reviendrai tantôt à ma question là, parce que tu as fait un comparatif au baseball. Je vais tout de suite y aller avec Cole Caulfield. D'ailleurs, parlant de Cole Caulfield qui a marqué 4 buts dans ses 2 derniers matchs, je pense que Yannick, quand je pose ma question à Alex, tu as des bonnes nouvelles pour les fans de Caulfield et de RDS. Oui, bien, en fait, tous les amateurs de hockey du Québec qui ont envie de le voir jouer, parce que ça, on en parle, mais on l'a pas vu jouer bien, à part au championnat mondial, puis tout ça. Là, de le voir évoluer, bien, RDS a annoncé ce matin que ce week-end, on va présenter 2 matchs des Badgers, là, l'équipe de Cole Caulfield. Donc, samedi soir, 20h en direct sur RDS et dimanche à 17h sur RDS2. On va donc télédiffuser les 2 matchs de Caulfield cette fin de semaine. Donc ça va être le fun. Ça va nous permettre de se faire une thèse. Et je sais que Stéphane Leroux, Normand Finn vont travailler sur ce match-là, donc ça va être intéressant. Puis là, je te laisse aller avec ta question. Donc, samedi 20h RDS, dimanche 17h RDS 2. Ah, OK. Alex, moi, je me suis jamais caché. Caulfield, petit bonhomme, marqueur. J'ai toujours dit, mon problème avec ça, c'est s'il ne score pas, il va faire quoi dans la vie? Tu as été un talent offensif. Tu as été repêché pour... C'est ce que tu as amené dans la Ligue nationale de hockey. Je veux savoir... Y a-tu trop de pression? On met-tu trop de pression? Quand il y a des attentes, c'est-tu trop? Est-ce que c'est là qu'on voit un vrai joueur parce qu'il répond à la pression? Est-ce que Caulfield, parce qu'il marque universitaire, ça veut-tu dire qu'il va marquer dans la Ligue nationale de hockey? Caulfield, s'il est petit et qu'il ne marque pas, il peut-tu nous aider à faire autre chose? Tout ça, dans la même question, arrange-toi avec ça. Bien, écoute, c'est une très belle question, puis c'est une question que la réponse peut varier. Parce que vraiment, là, ça va dépendre du jeune, quel travail qu'il est prêt à faire, puis comment il est prêt à travailler. Puis ça, il n'y a personne qui peut le dire à part le jeune lui-même. Pour ce qui est de son talent présentement, moi, je pense que c'est une très belle chose qui était prêt à arriver. L'an passé, il y a une année que, oui, il a marqué, mais tu regardes ses 2 dernières saisons. Une saison, il a joué avec Jack Hughes. Une saison, il a joué avec Turcotte, qui, lui, est un choix de 3e, 4e, 5e au total des Kings de Los Angeles. 2 joueurs d'exception. Fait que veux pas, quand tu joues avec des joueurs d'exception, ben la rondelle, elle vient toujours à la bonne place, elle vient au bon moment, ce qui permet de peut-être de performer à un niveau supérieur. Tu sais, tu regardes n'importe quel joueur, Brett Hall, tu l'aurais fait jouer dans son prime à côté de Wayne Gretzky, ben c'est sûr qu'il en aurait scoré plus de buts qu'il y en a de scorer à jouer avec un joueur qui n'était pas Wayne Gretzky à côté de lui. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé Cole Caulfield, mais la progression qu'il fait cette année, puis tu sais, je connais très bien son entraîneur, Tony Granato, puis tu sais, on se parle encore des fois avec Tony. Mais ce qui se passe présentement, c'est peut-être qu'il y a un petit peu moins. Il y a des bons joueurs au Wisconsin parce que c'est une équipe de premier plan dans les collèges américains. Mais il n'y a peut-être pas ce joueur d'exception à côté de lui. Puis pour un joueur comme Cole Caulfield, d'être capable de trouver des façons lui-même de s'impliquer, de trouver plus de façons d'avoir la rondelle, de manœuvrer, de se créer de l'espace par lui-même un peu. C'est une belle apprentissage qu'il y a cette année. Puis pour les fans du Canadien, moi, je serais content de ça. Peu importe, tu sais, on est souvent porté à regarder, il n'a pas fait de but pendant 3 games, puis il est au niveau collégial, puis tout ça. Non, il est encore en développement. Puis ce développement qui était prévu là cette année, avec le fait d'avoir peut-être des joueurs de moins d'exception à côté de lui, il a besoin de travailler plus pour créer ses chances à lui. Puis ça, dans la Ligue nationale, ça va l'aider. Est-ce qu'à long terme, Cole Caulfield va être un joueur avec le Canadien? Si sa progression continue, moi, j'ai pas de doute là-dessus.
Est-ce que Cole Caulfield, même si, admettons que l'an prochain, Cole Caulfield décide de jouer, est-ce qu'il est prêt physiquement? Ça reste à voir. On va le voir au camp d'entraînement parce que tu as beau être beau puis bon comme tu veux dans le junior, dans les rangs collégiales. La Ligue nationale, c'est un autre paire de manches. Fait que des fois, tu regardes des plus petits gabarits. Je te parlerai de Yamamoto en Edmonton. Est-ce que ça lui a pris un an dans les ligues mineures avant de trouver la force physique, avant que son patin, son explosion, sa force d'explosion sur ses patins grandisse pour être capable de jouer au niveau de la Ligue nationale? Oui. Est-ce que maintenant, il est rendu un joueur d'impact dans la Ligue nationale? Je suis obligé de te dire qu'il est un des 4-5 meilleurs attaquants de cette équipe-là. Il est un joueur que McDavid puis Draisaitl, il va aider beaucoup à avoir à l'aile droite de jouer avec ses... Il va les aider beaucoup. Fait que, est-ce que Cole Caulfield va arriver à ce moment-là? Oui. Est-ce que ça va être l'an prochain? Peut-être. Est-ce que ça va être dans 2 ans? Oui. Mais Cole Caulfield, je le vois à long terme, si son développement continue, je verrais quelqu'un comme Caulfield jouer à droite de Nick Suzuki puis d'avoir quelqu'un qui travaille extrêmement fort de l'autre côté pour être capable de leur trouver des rondelles avec de la grosseur, avec du gabarit. Ça, pour moi, ça formerait une ligne. Tu penses à l'intelligence de Suzuki, tu penses à l'habilité de marquer. Puis là, il est après à apprendre à comment compétitionner puis comment jouer une meilleure game. Puis d'avoir quelqu'un qui travaille extrêmement fort, comme un Palade de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait à Tampa pour le trio de Pointe puis Kucherov. Ben ça, pour moi, ça serait un vrai trio numéro 1 dans quelques années pour le Canadien. Là, tu disais tantôt, Alex, en début de réponse, que tu parlais que tu connais bien Tony Granato, que tu jasais avec lui. Là. Tu jases-tu pas mal? Mettons, on jase comme ça. Les jases de quoi, le Granato, c'est ainsi? Là? Qu'est-ce qu'il y a de bon à dire, le Tony? Non, on se parle, tu sais, on se parle entre amis. Tony, ça a été un entraîneur au Colorado. Puis pour moi, tu sais, Tony, j'ai été chanceux de l'avoir. Il m'a vraiment aidé à des moments dans ma carrière. Puis, tu sais, c'est quelqu'un que j'ai toujours resté en contact. Fait que moi, on s'est parlé, je crois, il y a peut-être avant qu'il commence le premier match. Et puis on se parlait. Ma plus grande question, c'était comment que vous organisez votre cédule, comment que les choses marchent. Puis tu sais, il parlait que l'équipe était dans 2 chambres différentes, comment que les meetings étaient sur Zoom, comment qu'ils faisaient plein de choses différentes qui est pas commun. Tu sais, tu penses mettons la journée de match. Tu sais, il y a une pratique matinale. Après la pratique, il y a un meeting sur ce que, mettons, l'avantage numérique, désavantage numérique. Le soir, tu fais le 5 contre 5, puis tout est dans la chambre. Mais là, présentement, d'avoir 2 chambres différentes, d'avoir beaucoup d'isolation, ça change de beaucoup la préparation puis comment que les choses se passent. Fait que c'était plus la dernière conversation qu'on a eue. C'est pas nécessairement à propos de joueurs ou à propos de système. C'est vraiment à propos du jour au jour là, de la réalité de la pandémie. Comment on gère ça? Ouais, c'est correct, c'est intéressant. C'est le fun que tu nous racontes ça. Oui, puis. Ouais, non, c'est super. Écoute, si tu que... avais dit que Cole Caulfield, c'était un must, on aurait aimé ça que tu nous le dises, mais regarde, on va attendre. Non, il y a des excellents joueurs. Tu sais, quand tu parles de Caulfield, tu penses à Holloway qui est repêché à Edmonton cette année. Tu penses à. Ils ont plusieurs, tu sais, il y a eu plusieurs joueurs, Tony, puis il va continuer d'en avoir. Wisconsin, c'est un programme d'exception aux États-Unis. C'est un programme. Le Wisconsin adore son programme de hockey. Fait que continue d'avoir des joueurs d'exception, mais certainement là, que pour avoir parlé de Caulfield avec Tony, là, il en parle. Il y a une différence toujours. Puis tu sais, je l'ai dit, j'ai eu la chance de jouer avec Stamkos, avec Sakic, avec Iginla, qui sont des. On va considérer des shooters d'exception. Des gars que peu importe comment vite, comment mauvaise la passe aller, ils vont toujours trouver une façon de mettre la rondelle dans le but. Ben, c'est les comparables, c'est la vision que je me suis fait donner de Cole Caulfield. Peu importe où tu vas mettre la rondelle, elle va trouver une façon de se faufiler dans le fond du filet. Puis ça, c'est un don que vraiment pas beaucoup de joueurs ont. Scoreur toute sa vie, scoreur à l'université, ça veut-tu dire qu'il va scorer? Parce que c'est ça, là, lui, c'est ça qu'il fait dans la vie, scorer. C'est pas un Selkie, là. Est-ce que si tu scores partout dans ta vie, ça veut-tu dire que tu vas être un scoreur NHL? Non. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a vraiment pas de garantie parce que la Ligue nationale, comme je disais tantôt, c'est un autre paire de manches. Tu sais, l'entonnoir continue de monter vers le haut puis se rétrécit. Donc, la Ligue nationale, tu sais, t'as beau dire, le gars, c'est un gars de 3e trio. Tu sais,
le gars de troisième trio, là, je peux t'en nommer plein qui étaient dans les premiers marqueurs de la Ligue junior majeure du Québec ou de la Ligue de l'Ontario ou de la Ligue de l'Ouest qui sont des troisième, quatrième lignes dans la Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est des joueurs d'exception. Donc, le fait que l'entonnoir rétrécit comme ça, est-ce que ça veut dire que tu es un marqueur au niveau junior, que tu vas être un marqueur dans la Ligue nationale? Absolument pas. Est-ce que c'est un don qu'il y a? Oui. Est-ce que c'est un exceptionnel? Je pense que oui. Mais de quoi va être sa game? De quoi va consister sa game? C'est pour ça que je disais un petit peu plus tôt que je suis content de voir qu'est-ce qui se passe présentement avec lui. Parce que son évolution, puis j'ai regardé ici aux États-Unis, là, on avait des matchs la semaine dernière. Ils ont joué contre Penn State. Et puis, la soir, ben, pas en fan de hockey ou en manque de hockey, si on veut, je m'assis puis j'ai écouté une période ou deux, puis de voir comment il a besoin de travailler maintenant pour développer le reste de sa game. Bien, ça va lui donner d'autres outils pour comment trouver de l'espace puis comment faire différentes choses à la Ligue nationale. Donc, il est après se bâtir des outils pour arriver à la Ligue nationale. Et c'est à lui de continuer à améliorer sa force physique, continuer d'améliorer ces outils-là. Mais est-ce que ces outils-là, ça lui donne une garantie que parce qu'il a marqué au niveau junior, au niveau collégial, est-ce qu'il va marquer dans la Ligue nationale? Ça, il n'y a pas de garantie. Mais avec mon œil de hockey, si on veut dire, je peux vous dire qu'il y a des lancers comme ça, puis une rapidité d'exécution comme ça autour du filet, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas donné à tout le monde. Puis j'ose croire que je donnerais pas un laps de temps parce que c'est difficile à dire, c'est dépendamment de toutes les choses qu'on a parlé au précédent. Mais est-ce qu'il va être capable dans un avenir de 4-5 ans de marquer des buts dans la Ligue nationale? Moi, j'oserais croire que oui. Alex, on est déjà rendu à la toute fin, mais juste avant, là, es-tu proche ta dinde? Non, pas proche. Et puis j'ai eu des restrictions qui étaient déjà dans le four et qu'on ne pouvait pas la sortir. OK, c'est bon. Écoute, vous mangerez ça à notre santé ce soir. Alex, c'était bien le fun. Ça fait plaisir, c'est toujours le fun. Hey, merci, salut Alex, Alex, merci. Bon, happy Thanksgiving, comme on dit. Bye, merci. Il failli avoir un morceau de dinde, moi, là, à midi, là, un morceau de dinde virtuel. Là. C'est pas que j'ai pas essayé, mais ça n'a pas marché. Ben, un peu, là. Rendu à 1h05 comme ça, là, c'est ça. Ben, écoute, il y a des matchs de football qui sont en cours. On va regarder ça. Il y a J.J. Watt qui vient de faire une interception pour faire un toucher chez les Texans de Houston. Là, j'ai vu ça du coin de l'œil pendant qu'on terminait l'émission. Ouais. Là, j'ai bien hâte de me faire un petit lunch. Je m'installe pour travailler dans le bureau avec la télé dans le coin pour regarder les matchs de la NFL. C'est bien le fun. Bon, je vais pas passer, moi, à mon Thanksgiving. Fait que j'ai appris un rendez-vous chez le dealer. Fait que je m'en vais porter l'auto au garage. Bel après-midi. Ça va être le fun. C'est pas long. Ça, puis essayer de faire mon décor. Le gros, ça s'en vient. Oui, ça serait le fun de voir tes cadres là, pour l'émission de demain. Demain, d'ailleurs, Normand Flynn et Danick Martineau. Danick Martineau va être là pour nous parler de la Coupe RDS de NHL 21. Ça va être bien le fun. Ça vrai qu'il y a eu un nombre record d'inscriptions. Il y a des beaux prix en bourse. Donc, avec Danick, on va pouvoir jaser de ça demain. Je veux remercier Valérie Gautran à la réalisation mise en ondes. Merci à Joël Cyr aux médias sociaux. Toute l'équipe de production à RDS également qui ont travaillé très, très fort. Et vous tous d'avoir été avec nous ce midi. Les jaseux, autant sur les médias sociaux qu'à la télé, d'avoir pris le temps de nous écrire. Et merci à nos invités aujourd'hui, Gaston Terrien et Alex Tanguay. Oui, comme tu as dit, merci à tout le monde, sauf à ma mère. Je vais le faire. J'aimerais saluer ma mère et lui dire merci. Puis comme on a dit en début de show, merci à tout le corps. Ben, je vais saluer la mienne aussi. Nos kids. Ouais, peux-tu en laisser pour les autres? Ouais. On a dédié le show à tout le corps enseignant à travers la province de Québec. Un gros merci pour tout ce que vous faites. Prenez soin de vous autres. Yann, prends soin de toi, puis on se rejase demain. Bye. Salut.